Première. Sélectionné pour le prix Première cette semaine, c'est Jean-Charles Beaujean. Son premier roman s'appelle Le Vacarme du silence. Il est paru chez Memory Press. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Laurent. Alors, le pitch, une jeune femme qui s'appelle Julie, qui est une sorte de Jérôme Kerviel en jupon, a pris pour 1 an de prison ferme pour escroquerie en col blanc. Et la prison va être, contre toute attente d'ailleurs, pour elle, l'occasion de s'explorer, de laisser aller son imaginaire dans l'écriture notamment, et peut-être de trouver un sens. Vous venez, vous-même, Jean-Charles, du domaine commercial. Vous vous êtes mis dans la peau de cette Julie, puisque c'est un roman qui est raconté à la première personne. Il y avait quoi ? Il y avait quand même un rapport entre votre expérience et celle de Julie, où l'on est dans les sphères, évidemment. Bien sûr. Au départ, aucun. Maintenant, il est vrai que tout roman, si pas même le premier, est toujours de nature un peu autobiographique, dit-on, c'est clair. Mais dans les faits, je dirais que c'est comme 75% de coïncidence, je dirais. Donc ce n'est pas un roman autobiographique, je tiens à le signaler. Le postulat de départ est assez simple, mais très risqué, j'en conviens. Premièrement, l'effet de mode actuel, Tango libre, le film de Ditremont, bien entendu Prison Break, il y a 3-4 ans d'ici, etc. De plus, l'univers carcéral qui est un univers gris, qui est un univers sombre, qui est un univers parfois sans issue. Et pourtant, je dirais, honnêtement, on s'ennuie pas. On s'ennuie jamais dans ce bouquin. C'est un livre, sans faire la promo de mon livre, mais je veux dire, je parle à travers les échos que j'en ai déjà reçus. Un livre que l'on lit à 100 à l'heure, c'est un page-turner, où la frontière entre le réel et l'imaginaire, finalement, n'est pas toujours simple à déceler pour le lecteur. Voilà. Alors, le pari que vous avez pris, c'est quand même de faire cet univers carcéral à l'encontre, justement, de ceux que vous avez cités. Là, ici, un univers assez, finalement, réconfortant pour Julie. Elle se retrouve dans une cellule qui fait, je sais pas, 12 mètres carrés. Et finalement, elle ne se trouve pas très mal. Elle s'y trouve pas mal. Elle mange bien, elle en profite pour lire et pour faire le point. Et elle va rencontrer des gens intéressants. C'est une vision quand même très, très idyllique, très utopique peut-être même de l'univers carcéral. Oui, utopique peut-être. N'empêche qu'elle n'a pas d'ordinateur, elle n'a pas même d'oreillette, elle n'a pas d'iPod. Donc, je veux dire, quand on voit certains détenus qui en possèdent, sans citer de nom, on se demande finalement si la réalité ne dépasse pas la fiction. Non, je veux dire, je ne dis pas ça pour contredire vos propos, mais je veux dire, ce n'est peut-être pas si irréel que ça finalement. Mais en fait, l'important, c'est pas tellement ça, c'est le fait qu'elle va effectivement s'emmurer dans une cellule de 12 mètres carrés dont les barreaux la protègent en quelque sorte. Et si on réfléchit bien, entre vous et moi qui sommes en pleine liberté, elle qui est enfermée dans une petite cellule de 12 mètres carrés, qui est finalement la plus libre des deux, c'est peut-être elle, parce que sous la protection justement de ces barreaux en acier, elle va, comme vous le dites très bien, se permettre cette année sabbatique finalement pour se reconstruire d'abord d'une manière physique, parce qu'elle a quand même bu un certain bouillon, elle a reçu un point dans l'estomac, elle est orpheline également de naissance, elle est orpheline depuis l'âge de 14 ans, donc tout ça fait que on pourrait très bien se foutre à l'eau, et non, elle va au contraire se reconstruire ou s'enferrer. On ne le sait pas, et je ne vais pas trop divulguer non plus pour des raisons évidentes, mais c'est un peu un poker, quand c'est un kit ou double, où je me reconstruis, où je profite de cette année sabbatique pour me reconstruire, et peut-être même mentalement, et qui plus est, peut-être même aussi spirituellement, ça on verra bien. Dans toute prison, il y a un prêtre. Ce prêtre jouera un rôle, si pas important, décisif, intéressant en tout cas dans l'environnement relationnel de Julie Berger, alors qu'elle est athée. Elle est athée, elle est agnostique, elle ne sait pas trop bien, donc... mais qui sait, voilà, la Bible peut-être sera quand même un point de départ dans sa reconstruction parmi d'autres points, parce que franchement on n'y croit pas du tout. Notamment l'amitié. Elle va rencontrer un personnage qui s'appelle Tina, qui est un personnage double, triple, en tout cas c'est un personnage à multiples casquettes. Bon, on l'apprend assez vite, une avocate qui tente de comprendre l'univers carcéral et qui donc vit dans cette prison à peu près dans les mêmes conditions que les autres détenus. Vous jouez beaucoup avec la frontière entre le réel et l'imaginaire. Elle tient un journal intime
d'ailleurs Julie. Et parfois, on déborde sur son imaginaire. Cette frontière entre réalité et fiction, c'est quelque chose que vous avez exploré ici. Oui, tout à fait. C'était ça, justement, un des grands thèmes du bouquin, un des grands défis, un des grands risques aussi, de travailler sur cette frontière entre ces deux domaines, qui sont le domaine du réel, parce qu'elle doit affronter au jour le jour, au quotidien, donc les affres de la prison, qui n'est pas simple. Et ici, je ne veux pas aborder le thème classique du style oui, mais pourquoi est-elle là? Elle l'a quand même bien mérité. Non, peu importe. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un an de prison, un an, c'est symbolique. J'aurais pu dire 2, 3. Ouais. N'écope que d'un an, mais moi je pense sincèrement qu'un an ou 10 ans, la souffrance est la même. On peut très bien se suicider après 48 heures de garde à vue. Souvenez-vous de certains faits divers récents, etc. Donc là, ici, je ne prends pas la défense du prisonnier, ni la défense de... Peu importe, ce n'est pas le sujet, mais effectivement, cette prison peut être à l'origine d'une reconstruction, vous l'avez dit tout à l'heure, mais également faire connaissance avec quelqu'un d'extraordinaire, finalement, elle-même. Ouais. Parce qu'en fait, elle ne se connaît pas et elle profite aussi de cet enfermement pour enfin, après 40 ans d'existence, se connaître elle-même. Elle arrive un petit peu blasée, un petit peu amère, vous l'avez dit, et puis elle va trouver un certain réconfort dans ses rencontres, dans la lecture, encore j'y reviens. C'est une véritable amitié qu'elle a nouée avec des personnages de livres qu'elle a lus. Oui. Vous avez connu ça, vous, Jean-Charles Beaujean, cette espèce de relation très très intime entre soi-même et un personnage de fiction. Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout des personnages de fiction qui sont détestables, parce qu'au fil de cette détestabilité, je dirais, on finit, et ça c'est la magie des sens, c'est la magie de l'émotion, on finit par les aimer. Et ça, c'est ce gros contraste entre l'horrible et l'amour quelque part, ou l'amitié, comme vous dites, c'est fort ambigu, mais je rassure quand même le lecteur qui, sur base d'une architecture quand même assez calculée dans le roman, il trouvera quand même son compte, il trouvera aussi, je dirais, la possibilité de se poser à l'épilogue notamment, peut-être même un peu avant, selon la sensibilité de chacun. Et pour paraphraser un grand philosophe du XVIIIe, je dirais, le lecteur fera aussi la part des choses. Schmitt d'ailleurs a ajouté à Voltaire, et si tant est que le lecteur ait du talent, ça m'arrange pas mal. Et c'est vrai que j'ai un peu construit aussi cette idée avec cette complicité virtuelle entre le lecteur et moi-même, à travers Julie, qui est la héroïne du roman, pour dire, tiens, et si on faisait un petit pas chacun de son côté, voilà. Il y a un peu tout ça qui pourrait s'imaginer dans la lecture virtuelle de ce bouquin. Vous jouez avec les genres aussi. Oui. Il y a aussi une forme de suspense dans ce roman. Il y a un meurtre. La meilleure amie de Julie, qui est à l'extérieur, elle, possiblement est impliquée dans ce meurtre. Il y a cette tension aussi qui naît de cet aspect policier. Il y a un goût de thriller qui est mineur par rapport à l'idée principale qu'on vient de décrire, bien entendu. Donc ce n'est pas, je précise, et je préfère apporter cette précision, ce n'est pas un thriller. On m'a déjà posé cette question, dans quelle classification allez-vous cataloguer le roman? Non, c'est un roman, c'est pas un thriller. Effectivement, vous avez raison, il y a une histoire de meurtre, on ne sait plus très bien à la fin qui est qui fait quoi, qui a fait quoi. Julie plaît, Julie séduit, mais Julie déçoit énormément. Et on en revient à ce que je viens de vous dire il y a exactement 30 secondes. Elle déçoit énormément, peut-être, mais on ne se lasse pas de l'aimer. On ne se lasse pas de l'aimer, donc c'est cette complexité dualiste entre finalement la force de caractère et la manipulation, parce que c'est un à un moment donné, on cite même sur un piano le piano poussiéreux de manipulation. C'est une phrase qui est dite par Tina à un moment donné dans ses pensées. C'est vrai que c'est un bouquin qui, de A à Z, est une manipulation de personnages. La personnalité de Julie est une personnalité très forte, mais en même temps très fragile. C'est ça qui fait son charme. Et vous êtes son meilleur avocat, certainement. Je pense que je suis l'avocat du diable, en quelque sorte, mais c'est très séduisant. Enfin, ça peut l'être. Voilà, ça s'appelle Le Vacarme du silence. Jean-Charles Beaujean chez Memory Press. Vous êtes sélectionné pour le prix Première 2013. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci, Laurent.